Saga Storyfy présente Les Séparés d'Ivaldia, écrit par Benjamin Desmassieux, lu par Sarah Bourg. Les Séparés d'Ivaldia, acte 1, Celle de vie. Peu importe le combat que tu mènes, si l'amour n'est pas sa fin, tu n'es qu'un sot. Le dit du char. Vous racontez les exploits de nos dieux. Écrire un poème trop long, épique et ambitieux, je n'en serais pas capable. Si c'est de ces hommes dont on fait la fable, aussi leur faudra-t-il un juste poème pour faire chuter de leur tête le diadème. Mais chante, ô muse, le déluge, qui noie le cœur de chacun. Les vers du poète sont un cri lointain. Chante sans subterfuge, à la place de l'Aède pompeux, plus personne ne les lit. À la lyre, c'est ici jusqu'à la lie que se boit la poésie. Poème de l'épopée absurde d'Abanorte par le barde Ariostide de Rocaille, dit le fou. Chapitre 1. Insomnie divine. Le pilier parcourt les 3 strates, ou plutôt il en traverse 2. Le 3e niveau, que les anciens nomment le haut monde, fut construit autour de l'édifice à une hauteur conséquente. Il est inutile à l'heure actuelle de tenter d'explorer le monument l'au-delà de Théridine, car des nuages orageux d'une grande puissance s'y déchaînent. L'ascension vers le sommet est par conséquent interrompue. De la même façon, la progression vers le bas du pilier demeure impossible, car un abîme immense s'y étend. Selon les historiens antérieurs comme Hérodote, quelques expéditions échouèrent. Les pionniers n'en revinrent jamais. Il ne faut pas accorder de crédit au dire d'un ancien savant peu scrupuleux de la vérité authentique. Son récit entre même en contradiction avec le livre des principes et la réalité. L'abîme de Calarte, s'il existe, reste inaccessible, éternellement recouvert par une épaisse plaque de métal posée par les anciens. Les scientifiques les plus avancés proposent une solution afin d'expliquer ces phénomènes. Des 2 côtés de l'édifice, ces obstacles naturels favorisent l'équilibre d'Ivaldia. Analecte de l'ouvrage d'Isidore Titus, hypothèse sur les origines véridiques du pilier. Dans la grande voûte, un infime détail avait changé. C'était imperceptible, évanescent, et les étoiles maintenaient leur disposition. L'obscurité arborait toujours sa couleur lit de vin. Quelque chose avait pourtant été troublé. C'était comme une incartade de l'univers à l'ordre parfait instauré par Flart. C'était si mince que même ceux d'en haut ne savaient pas percevoir la subtilité de l'éther ce soir-là. Les gelées du printemps brouissaient les fleurs du balcon sans que l'éclat du dieu solaire ne pût rien y changer. L'ensemble du Panthéon dormait après le faste du banquet. Le faîte de la tour était éclairé de flambeaux aux lueurs paisibles. Pourtant, le chef qui voit au loin se retournait dans son lit. Cette nuit-là, le doute le tenaillait. Il avait pour habitude de toujours tout anticiper. Ce n'était pas pour rien qu'on disait que son œil était étincelant. C'était le grand planificateur. Flart avait souhaité respirer l'air frais du soir. Sur le balcon, il observait les lumières allumées dans les autres pièces du Rilam, le palais d'or, la demeure des dieux comme il est écrit dans les principes. Si les insomnies le tourmentaient depuis quelque temps. Mais ce n'était pas le cas de certains de ses frères et sœurs comme Arakan, qui ne cessait de s'entraîner à la maîtrise du sel, et Kartana, délégué à la vision des destins, qui passait ses jours et ses nuits à observer les étoiles. C'était un de ces avertissements qui avait mis la graine de l'angoisse dans le cœur du dieu ordonnateur. Flart examinait chaque parcelle du pilier, le majestueux pilier qu'il avait dressé pour venir à bout de l'infâme Calarte afin d'en déceler les fissures, en vain. Lupia, qui dormait à ses côtés, avait ressenti la même sensation déplaisante au fond de sa poitrine. Elle avait fait apparaître dans un bruit de frottement sur son corps une tenue légère pour la protéger du froid printanier. Elle se rapprocha de lui. Il sursauta, le regard perdu dans ses pensées. La déesse mélancolique l'enlaça par derrière, posa sa main sur son torse et un baiser sur son épaule. Flart, alors qu'il s'était montré imperturbable durant toutes ces années, gémit, les joues mouillées de larmes. « J'ai rêvé, Lupia. » Elle vint se mettre à côté de lui, le regard inquiet.
En es-tu sûr, mon amour ? Il tiqua. Il se devait d'être inflexible pour mener les mondes éphémères. Si elle lui donnait des surnoms que les mortels utilisaient, c'était afin de lui faire relativiser sa condition. Il avait bien du mal à l'accepter. « J'en suis parfaitement certain, mon amour. » Le regard de la déesse s'illumina. En tant d'années de vie commune au sein du Rilam, il n'avait jamais prononcé ce genre de formule. C'est à cette parole pleine d'une intimité nouvelle qu'elle comprit que son époux ne s'était pas trompé. « Et qu'as-tu vu ?»« Je nous ai vus. Je t'ai vu, Lupia. Tu mourais et j'étais impuissant. »« Allons, c'est impossible. » Elle mit ses mains dans les siennes. « Tu es Flart. Tu as organisé ce monde pour le bien de tous. Nul n'a jamais contesté tes pouvoirs. Qu'Alart... » Ne prononce pas son nom. Il ferma son poing, laissant s'échapper une étincelle entre ses doigts, la rage au cœur. Il n'existe plus. Pourtant, c'était de sa faute si notre fin venait dans mon rêve. Lupia essaya de trouver des formules rassurantes. Et Cartana, a-t-elle décelé quelque chose ? Rien qui ne mérite ton attention depuis l'autre fois. Les étoiles ont bougé, voilà tout. Un événement terrible va arriver et je ne pourrai rien faire, moi, le prince du ciel. Depuis son ascension, Flart sentit enfin la peur l'envahir, et des larmes d'or coulèrent le long de ses joues pour venir s'écraser au sol et donner naissance à des plantes luminescentes. Lupia, au contraire, pour la première fois depuis bien longtemps, elle qui tenait la place de la déesse du deuil, prit la rose bleue qui brillait dans la nuit au pied du dieu et l'attacha dans sa longue chevelure noire. « Cela faisait des années que tu ne m'avais pas montré un tour comme celui-ci. » Le visage de Flart se ralluma, et il se souvint que l'amour était l'origine et le but de chacun de ses actes, les infamants et les généreux. Il fallait qu'il se remémore ses souvenirs afin de trouver une issue heureuse à ses rêves. Au fond de sa mémoire, il devait exister une solution. « Chante un peu. Chante-moi l'homme et ses armes, celui qui fut repoussé loin de chez lui, par le fourbe Absraskar. De quel bord il fut éloigné, vers quel peuple belliqueux les destins l'ont mené. Chante-moi celui qui traversa la mer gelée et qui vola la plume d'or. » Inspirant profondément, Lupia mit ses doigts fins sur les tempes de Flart. Elle resta quelques secondes, puis toussa. À chaque fois qu'elle utilisait le vide en elle, la toux la saisissait. Elle libéra de sa bouche un papillon, et un second, tous les deux de couleur blanche et bleue. Ils voltigèrent entre Lupia et Flart, puis se rencontrèrent enfin. Ils disparurent pour laisser place à une image imprécise dans l'air qui attendait de s'animer. Lupia prit une profonde inspiration, puis commença à rappeler à Flart certains de ses souvenirs. Chapitre 2. L'étoffe dont sont faits les rêves. Le sel, aussi nommé vide par certains peuples, est un élément présent dans chaque être et chaque objet d'Ivaldia. Sous forme physique, ceux qui n'ont pas d'affinité avec le sel peuvent l'ingérer afin de leur permettre de développer des capacités prodigieuses. Certains ont une proximité naturelle avec ce mécanisme de la nature et obtiennent des compétences hors du commun. La compréhension du fonctionnement du sel est très complexe et même l'Académie de Selagie a du mal à parfois comprendre ses usages. Grâce à lui, il est possible de faire fonctionner les Kyrions et certains véhicules de l'ancien temps. Analecte des mystères du sel de Pellinius d'Amaraka. Dans la charmante bourgade de Sidia, ou Sidé dans la langue des Hucheurs, le petit monde se réveille. Ce n'était pas une ville puante remplie de négociants, de cracheurs de feu, de crieurs publics. Ce n'était pas non plus un village rustique, immonde, crasseux et humide, plein de moisissures, ni encore un lieu sec, poussiéreux et boueux. C'était un village de hucheurs, et chacun pouvait y être heureux et y vivre les jours d'été comme ceux d'automne où le pétrichor embaume agréablement l'atmosphère. Sidia se trouve excentrée des grandes villes, de la capitale de Naful, Ada. Pour y accéder, il faut suivre un chemin tortueux par la grande forêt, celle qui s'étend de l'est de Vendorage jusqu'à Calistia, le palais d'hiver. Une fois qu'on a parcouru la moitié du sentier de la route royale, il y a une piste sur la droite qui s'éloigne imperceptiblement dans les broussailles et les landes.
Si l'on continue sur cette voie, l'on atteint facilement Sidia, aussi nommé Petit Bourg, en coupant à travers un champ de blé qui recouvre le paysage à perte de vue. Les habitants d'ici vivent de leurs récoltes et semblent comblés à savourer seulement l'eau fraîche et le bon pain. Les résidents de l'endroit travaillent peu et ont une incorrigible tendance à accorder un soin excessif à leur jardin. Vous comprendriez, si vous vous joigniez à eux, que ce sont des gens simples, pleins d'humanité, qui ne rechignent jamais à donner le 10e de leur récolte qu'ils ont en abondance. Selon une coutume curieuse, quand deux Sidiens se disputent, il est écrit dans les lois du village que ces deux personnes doivent ensemble organiser un banquet le soir même de leur querelle afin de redevenir bons amis. Dans une des chaumières du hameau à la lisière du lieu vivait une jeune fille, une bachelette pleine de vie, qu'on nommait Elias, au teint clair comme l'avant-courrière du jour, aux cheveux blonds et aux grands yeux cérulés. Ce matin-là était un peu particulier. Elle avait atteint l'âge de la maturité pour les hucheurs, qui avait été fixé par les anciens codes à 22 ans, puisque ce peuple peut vivre plus longtemps que la plupart des êtres humains. La fortune avait voulu qu'Elias naquît le lendemain de la célébration du printemps, qu'on nomme aussi le jour des noces de Nadera. C'était donc le temps où l'on célébrait la fête patronale de la déesse des moissons, et le cortège allait de la place du village au temple qui se trouvait sur un petit tertre du côté du ruisseau. Toutes les jeunes filles du bourg devaient, richement parées, marcher en procession, cortège à la tête duquel on portait des objets sacrés, les dernières récoltes et le bon lait de la campagne. On apportait en riant et en chantant torches, corbeilles à fromage, encens. Suivaient les jeunes filles, les chiens, les chevaux et les armes de chasse, arcs et flèches. Chacune de ces beautés en devenir était parée comme si elle eût voulu plaire à un amoureux. À la tête de cette procession s'avançait Elias, belle entre toutes. Son corps était une fleur de féminité ce jour-là. Ses cheveux flaves en partie tressés et libres flottaient au gré du vent. Ses yeux étaient pleins de vie, lumineux et intimidants comme ceux des jeunes filles de son âge. Pour vêtements, elle portait dans ce défilé une tunique de couleur pourpre serrée qui tombait jusqu'à ses genoux, et sur ses bras descendait un cafetan recouvert d'une peau de biche afin que la bise ne lui apportât pas la mort. Un carquois pendait à son épaule, dans ses mains elle tenait la première poignée de la récolte de blé, dans l'autre, une laisse au bout de laquelle son chien calme l'aurait défendu contre n'importe quelle adversité du sort. Si la fête l'adonisait déjà, Elias s'adonisait davantage. Souvent les Sidiens l'avaient prise pour Nadera en personne et se disaient entre eux « Qui osera lui demander sa main ?» Dans la procession qui suivait, les femmes s'avançaient des jeunes gens habillés comme s'ils allaient à la chasse. Parmi eux, un jeune homme jetait des regards amoureux à la belle Elias. Son nom était Van. Du même âge qu'elle, il travaillait à la métairie de son père et connaissait cette fille depuis sa plus tendre enfance. Quand elle se retournait afin de voir s'il la regardait toujours, il sentait un indicible chagrin au fond de sa poitrine. Pourtant, il n'aurait pas dû. De son côté, Elias aimait éperdument Van. Si seulement ils avaient osé, mais le cœur est capricieux. La petite Bachelette se disait en elle-même qu'elle ne pouvait ni vivre avec Van ni sans lui. Qu'il est difficile de brûler des feux ardents du cœur simplement. Chapitre 3. Les séparés. Ce matin-là, Elias devait partir loin du village afin de devenir la camériste de la princesse Laureline de Nafule. Toutefois, avant ces ultimes préparatifs, il lui tint à cœur de rejoindre Van au bord de la jolie fontaine au milieu de la place du marché, car c'était là leur endroit de rendez-vous favori. Elle descendit les marches vers la place sur laquelle se trouvait une fontaine au style épuré et un grand chêne offrant déjà un bel ombrage alors que sa frondaison n'était pas encore la plus touffue. Elias attendait en chantant le lait des paysans qu'elle avait appris pendant son enfance. Au jour vint le temps du chant, beau est le ciel, lumineux les terres, allons cueillir l'épi du pays, le bon épi d'ici. Au jour de soleil, le vent est bon, les dieux nous aiment d'un blé nouveau, à 9 saisons les jours sont plus longs, l'amour remplit tous les oiseaux.
Elle n'eut pas le temps de terminer son chant qu'elle entendit la voix de Van derrière elle qui improvisa les derniers vers du lait. Et ceux de chez nous aussi, l'amour remplit nos cœurs ici. Jour chaud nous donne souci de courir après jeune homme et fille. Ils se turent, assis l'un à côté de l'autre, et Elias brisa le calme qui s'était installé, troublé par les oiseaux qui gazouillaient. « Bonjour Van, tu as bien dormi après la fête d'hier ?» Un peu mal réveillé, Van répondit, les yeux piquants. « Assurément, c'était absolument fantastique. Ce feu d'artifice qu'a organisé ton cousin était juste extraordinaire. Raconter le mythe de Nadera par la poudre était une riche idée. Ta famille aussi en a eu de bonnes avec les sacs de pigments. C'était très amusant de se barbouiller de couleurs. » répondit Elias en riant. Van s'exclama. « Et le vieux Scrog, qui pestait contre tout le monde, mais qui finalement a fait une compétition de tir à l'arc contre les jeunes. Je m'en souviens, Van. » Un silence et un léger malaise s'installèrent. C'était le moment pour Elias d'annoncer à Van son départ. Après avoir pris une profonde inspiration, une de celles qui vous préparent à comprendre qu'une part de vous-même sera défigurée à jamais après cet instant, elle déclara sans chercher ses mots. « Je vais partir du village, Van. » Van détourna le regard et siffla d'agacement. « Comment ça? Où ça? Pourquoi ?» Les questions se bousculaient dans sa tête. Tous les projets qu'ils avaient imaginés n'étaient-ils donc plus que des chimères lointaines? Elle saisit ses mains, essayant à moitié à le calmer, déterminée qu'elle était à vivre son rêve. « Écoute-moi, l'idée t'est-elle venue comme ça ?» s'exclama Van. « C'est une décision de longue date. Dans notre famille, c'est une habitude que certaines filles partent à la cour durant plusieurs années afin d'y être formées et éduquées. C'est donnant-donnant. Je serai instruite par les plus respectables dames du palais. Je reviendrai, ne t'en fais pas. Alors souhaite-moi que cela soit bon, heureux et suivi de succès, Van. » Au fond d'elle-même, Elias avait l'intime conviction qu'elle ne serait de retour au village que pour présenter à ses parents son futur époux. Le jeune homme était au comble de l'angoisse et savait avec lucidité que c'est aussi dans les palais que les suivantes rencontrent de riches seigneurs qui les épousent. Retenant d'amères larmes, Van sentait qu'il devait réagir afin de rester celui qui pourrait un jour prétendre obtenir la main d'Elias. Celle-ci, en vérité, avait consolidé sa décision au fil du temps, l'évoquant à de rares occasions, tel un couperet prêt à tomber au-dessus de la tête de Van. Elle avait agi ainsi dans l'unique but de forcer Van à la demander en mariage, de sortir de ce barguignage prolongé auquel il avait cédé par timidité. Mais elle était loin de se douter qu'il n'oserait pas franchir le pas avant que fût écoulé un temps certain. Bien au contraire, il allait avoir une idée qui ne simplifierait pas les choses. « Non, je ne peux m'y résoudre, Elias. Rien n'est impossible. Il faut s'attendre à tout et je voudrais te faire changer d'avis. » « Hélas, Van, c'était mon vœu. Tu me manqueras, comme beaucoup de gens ici. » C'était là le comble de l'outrage à son amour, et Van n'aurait supporté de devenir un inconnu parmi les autres pour rien au monde. « Quand partiras-tu, Elias ? Tu es trop généreuse au fond de ton âme pour te jouer de moi. Si tes sentiments sont encore ce qu'ils étaient quand nous nous sommes rencontrés, dis-le-moi franchement. Tu le sais, mes désirs n'ont pas changé. Ils sont restés les mêmes et j'en brûle, mais un mot de toi les forcera pour jamais au silence si tu continues. » Celle-ci fut étonnée de la réaction du jeune homme, mais tenta de n'en rien montrer. Il était trop tard. Elle répondit « Demain. Je m'en vais demain avec le convoi du marchand aux portes du village l'au-delà du grand champ de céréales. Les troupes assignées à la défense du palais sont aussi présentes, et c'est en les voyant que j'ai pu fermement prendre ma décision. » « Des soldats sont là, dis-tu ? » ?»« Oui, il semble qu'une guerre se prépare entre les deux familles. Tu sais bien que Verroc et Naful n'attendent que cela. C'est à cause de cela que le roi Julius fait des levées de troupes dans les provinces aux alentours d'Ada. Tout cela m'inquiète. » Van saisit une occasion désespérée. « Alors pourquoi diable partir ? Par les 21, pour quelle raison t'en vas-tu au palais si la guerre est sur le point d'éclater ? Par Flart !» Van réfléchissait et se parlait à lui-même.
Tout bouillonne à l'intérieur de lui. Les mots, les phrases, les pensées ne lui suffisent guère plus. Il veut mordre dans les choses avec ses dents. Il souhaite dévorer ses paroles à même ses lèvres. Il brûle d'effacer ce moment, de faire comme s'il n'avait jamais existé. Il l'adore parce qu'elle lui donne la sensation que tout est possible, et pourtant, elle part et lui n'ose rien ajouter. Il ne dit rien, mais il agira, c'est certain. Déterminé dans son choix et déchiré que cette moitié de révélation arrivât si tard, Elias déclara avec amertume et colère « Je veux partir, car je veux être une femme, Van. Tu n'en as fait qu'à ta tête, tu n'as pas osé me révéler tes sentiments clairement auparavant et je ne m'attendais pas à une telle tournure dans notre discussion. Mais moi, si tu t'y étais pris plus tôt, sache que je t'aurais tout donné. J'aurais tout vendu. J'aurais travaillé de mes mains pour un sourire, pour un regard, pour t'entendre dire Awat. Sans toi, sais-tu bien, j'aurais pu vivre heureuse. Qui t'y forçait? Était-ce une gageure que de te demander d'être confiant? Tu m'aimais cependant, tu le disais, ce soir dans la clairière non loin d'ici, et tout à l'heure encore, lors de la fête, tu me dévorais des yeux. Ah, j'aurais 1000 fois préféré que tu me chasses et que tu te fasses une raison. Mon choix est décidé, il est ferme, et voici que tu veux me garder pour toi seul. Il est trop tard. Mes mains furent chaudes de tes baisers, et voilà la place où tu jurais à mes genoux une éternité d'amour au moment où nous nous sommes embrassés. Tu m'y as fait croire. Tu m'as, pendant 2 ans, traîné dans le rêve le plus magnifique sans jamais réitérer tes paroles caressantes du premier soir par simple timidité. Comment aurais-je pu savoir? Nos projets de voyage, t'en souviens-tu? À présent, il est trop tard, Van, et je m'en vais pour cette cité où l'on devient quelqu'un. Je ne veux pas rester ici toute ma vie, à élever des animaux et mes enfants pendant que mon époux sera au champ à s'user la vie. Je veux une vie d'aventure, je veux découvrir de nouvelles régions, de nouveaux pays, de nouvelles personnes. Je veux découvrir, tu comprends ça? Je ne veux pas me réveiller un jour et me rendre compte que j'ai tout raté parce que je n'ai pas osé, parce que j'ai voulu rester dans mon petit confort et ma vie bien rangée auprès d'un homme qui a mis tant de temps à me parler avec franchise. Van demeura prostré dans son silence, plein de honte et de remords. Après un moment, il demanda « Penses-tu seulement à ceux du village? Tu souhaites te rendre au palais pour que ta famille soit fière, mais moi, j'avais rêvé du monde avec toi, et tu m'as donné le désert. Tu veux des aventures, mais ce n'est pas nécessaire. Tu dis cela parce que tu ne sais pas ce que c'est. Tu vis comme si tu en avais connaissance, mais tu ignores ce que c'est que de vivre hors d'ici. Tu penses donc vraiment que j'ignore tant de choses, Van? » Un silence s'installa entre eux. Van n'avait pas su trouver les mots, et Elias ne semblait pas prêt à le laisser davantage les trouver. Van s'en voulait de ne pas être revenu auprès d'elle le soir où ils s'étaient embrassés pour la première fois. Il avait cru qu'elle le rejetterait, et il s'était enfermé dans le mirage selon lequel c'était une erreur et qu'elle était trop bien pour elle, que ces baisers échangés n'étaient que le fruit de l'ivresse de la fête. Il n'avait jamais cessé de l'aimer et pourtant il était resté muet. Blessée, elle se retira sans jeter un regard, sans se retourner, et dit à Van « Je te le répète, je ne pensais pas que cette conversation prendrait cette tournure. Je croyais que tu comprendrais et que tu me soutiendrais. J'ai cru que tu te manifesterais plus tôt. J'ai eu tort. Si tu crois que je reviendrai sur ma promesse pour toi, sache que c'était mon vœu, pas le tien. » Sans un adieu, elle s'en alla. Déconfit au fond de lui, Van resta longtemps assis seul sur le bord de la fontaine. Il venait de perdre Elias, peut-être pour toujours, pour un caprice, sans avoir su se persuader de lui faire confiance. Le doute, voilà un grand ennemi. 1000 idées traversèrent son esprit. Devait-il en finir avec sa vie? C'était fort peu de choses pour en arriver à des extrémités pareilles. Il imagina des ruses, la suivre discrètement. C'était assez étrange. Retourner la voir et lui avouer ses sentiments? Il ne l'oserait jamais. Elle avait décidé de devenir la camériste de la princesse Laureline. En ayant fait ce choix à présent irrévocable, elle avait condamné Van d'une terrible sentence, demeurer dans cet inconnu, cette vie sans elle. Chapitre 4.
devenir quelqu'un. Tout à coup, une idée germa dans l'esprit de Van. C'était une pensée fugace, un peu absurde, mais c'était le seul moyen de revoir rapidement Elias et de rattraper ses erreurs. Mais les rattrape-t-on seulement un jour ? Le cœur plus enthousiaste qu'au moment du départ d'Elias, Van courut dans les champs de blé, là où son frère travaillait à la moisson. Le vent agitait tendrement les épis, et lorsqu'on filait parmi les plantations, on pouvait ressentir une délicate caresse, celle de Nadera qui vivait dans chaque parcelle du territoire de ces hucheurs coupés du monde. Dès que Philadelphe vit Van arriver juste sous la visière de son Caudebec, il cessa son travail. Il avait deviné à son regard un peu dément et passionné que son jeune frère venait de prendre une décision peu raisonnable et puérile. En lui-même, il se disait que l'amour faisait de parfaits soldats. « Philadelphe, j'ai pris une grande décision. » L'autre posa ses gants de cuir sur son fléau qu'il avait jeté par terre et croisa les bras, la mine peu convaincue. « Eh bien, dis-moi, Van, quel choix si important as-tu fait ? » « Je vais m'engager dans l'armée royale. » Philadelphe manqua de s'étouffer d'un rire amer. La décision avait eu sur lui l'effet d'une claque. « En as-tu parlé au reste de la famille ? Ta place n'est-elle pas auprès des tiens dans les champs ?» Son ton était sans colère. « Tu peux me comprendre, mon frère, j'aime Elias. Elle a décidé de partir à la cour, et si je ne saisis pas cette chance, jamais plus je ne la reverrai. Ou bien elle reviendra au bras d'un grand chevalier, d'un noble seigneur. » Assez cruel, Philadelphe répondit. « Et ne crois-tu pas que ce serait mieux ainsi ? Pourras-tu la rendre heureuse ?» Van ne s'attendait pas à cette réponse, et son visage s'attrista. « Avec de l'amour, l'amour ce n'est rien à côté des nécessités, petit frère. Si tu l'aimes, tu dois avoir les moyens de tes ambitions, de la noblesse. Tu ne sais même pas manier une épée et tu viens pour essayer de me convaincre qu'il est doux de mourir pour sa patrie. Notre père a combattu durant la guerre de séparation entre les deux parties du royaume et il en a souffert. Et toi, aujourd'hui, tu penses être en mesure de partir d'ici et d'assumer de vivre à la capitale ou dans un château de ses majestés Lecron et Laureline ? Que dis-je ? Tu songes peut-être même à devenir garde royale dans l'espoir absurde de retrouver celle que tu aimes ? Sans doute mourras-tu avant, et cela n'aura mené à rien. Au moment de mourir, tu regretteras d'avoir adoré une femme qui était faite pour la cour et pas pour un villageois. » Alors que Philadelphe tentait de retenir son frère et que le ton de la discussion avait monté, leur père était arrivé derrière eux et s'interposa avant que la situation n'arrive à un point de non-retour. Il revenait d'une petite lisière non loin de là, où il coupait le chaume avec quelques voisins. « Cessez cette dispute, mes fils, je ne vous ai pas appris à vous quereller. Philadelphe, je crois que ton frère comprend bien que tu tiens à lui, mais tu ne pourras pas le retenir ainsi durant toute sa vie dans ce village. La jeunesse a besoin de vivre. Moi-même, je reconnais cette sensation, cette envie de voler de ses propres ailes, comme on dit. C'est pourquoi je ne t'empêcherai pas d'aller au bout de tes rêves, mon fils. Je te demande seulement de me promettre de revenir sauf, sans prendre de risques inconsidérés. » Van, surpris par cette réponse, était partagé entre la crue vérité qu'il avait entendue de la bouche de son frère et par la confiance en lui que lui inspirait son père. Son cœur, déchiré entre sa piété pour sa famille et l'amour qu'il éprouvait pour Elias, le laissait prostré dans le doute. S'il ne revenait pas, il se connaissait, l'amour pourrait le mener à commettre toutes les audaces. Il était digne de larmes, pitoyable, pour qui aurait été présent à chaque moment de cette journée, de constater qu'une seule de nos décisions peut remettre en cause la vie que l'on s'est imaginée. Van allait remettre en cause le cours de sa vie par amour sans en connaître le résultat. Inspirant profondément, il déclara « Awat, papa, du fond du cœur, j'agirai de telle sorte que tu seras fier de moi à mon retour. » « Je le sais, mon garçon, je le sais. » Ils s'étreignirent, pleurant à chaudes larmes, puis son père le regarda droit dans les yeux et posant sa main sur son épaule, il lui dit « Mon fils, souviens-toi de toujours oser, toujours. » Chapitre 5 : Le souvenir des étoiles. Tandis que Van,
Terminé de réunir les quelques vêtements qu'il emporterait avec lui pendant son voyage vers la métropole afin de se porter volontaire dans l'armée royale, un souvenir surgit dans son esprit, celui, douloureux, qui avait conditionné le sens de sa vie. Lors d'une fête de la moisson, alors que la nuit était tombée sur le petit bourg, Élias s'était éloigné, puisqu'elle aimait voir le ciel étoilé, seule, dans une clairière dans laquelle coulait une fontaine d'eau pure, non loin d'une charmoie. On appelait cet endroit l'eau brillante. Ce lieu-dit était connu de tous, mais il n'était plus fréquenté depuis près de 30 ans. Il était éloigné, et cela demandait trop de peine d'organiser les banquets de la fête de la moisson en son sein. Le chemin qui lui donnait accès était aussi étroit et sinueux que celui qui menait au village depuis la voie principale, mais il n'était pas dangereux. Élias s'était assis ce soir-là sur les pierres froides qui entouraient le point de chute du filet d'eau de la source. Les yeux plongés dans le ciel noir, elle passait son temps à musarder au sujet de son avenir, princesse qui ne connaissait pas encore les princes et les grandes villes. On raconte chez les Hucheurs que l'on peut deviner le futur dans les étoiles pour qui en sait les arcanes. C'est un art que l'on nomme l'Imlumir, et nombreux sont ceux dans ce peuple qui se prennent d'une curieuse passion pour ce passe-temps. Élias observa longuement le ciel cette nuit-là et y vit une étoile qui brillait intensément juste au-dessus d'elle alors que les autres se tenaient figées dans la voûte. Celle qui pétillait le plus semblait dégager un halo, comme si elle brûlait. Un astre non loin de ce lumineux éclat avait une couleur sombre, presque violacée, et instaurait une atmosphère qu'on pourrait dire être celle de la maladie, de la pestilence, mais aussi d'une immense tristesse. Entre l'astre et l'étoile passa une filante, une étoile courante, tandis que tombait, du côté de l'astre, une nappe de nuages, une volute à l'étendue infinie qui engloutit le reste des lumières perchées dans les terres. Hélas, Élias ne savait pas interpréter les signes du ciel. Une sensation de terreur la saisit pendant un bref instant, puis disparut. Derrière elle, un bruit de feuilles mortes crépita, sa solitude était interrompue. Parcourant l'obscurité avec des regards inquiets, Élias rencontra de grands yeux bleus qui l'observaient avec convoitise. Des dents parurent dans la nuit, et une gueule de loup se dessina sous la lumière de la lune. Un grognement affamé rompit le calme du moment, menaçant. Le prédateur salivait, convaincu dans sa nature féroce que la raison du plus fort était toujours la meilleure. Il aurait l'avantage. La faim est la cause des innommables violences et des iniques jugements. L'animal se jette sur Élias, prête à la déchirer. La jeune fille avait les paupières closes, prête à succomber. Dans un couinement faible et maîtrisé, le loup est balayé par un coup de bâton bien placé. L'on s'acharne, on le fait fuir dans les bois sans nulle autre forme de procès. Élias, surprise et soulagée d'être encore en vie, rouvrit les yeux et vit un jeune homme auprès duquel elle avait toujours vécu sans se douter le moins du monde qu'il eût pu se soucier d'elle un instant. « Van, comment m'as-tu retrouvée ?» Il savait qu'elle lui demanderait la raison de sa présence en ces lieux. En l'aidant à se relever, elle s'était jetée à terre, prête à prier les dieux. Van répondit « J'ai l'habitude de venir ici. Pourtant, je ne t'y ai jamais vu. » Élias ne souhaitait pas insister. Elle avait compris que Van, maladroitement, tentait de lui dire qu'il l'avait quelquefois suivie. « Tout le monde te cherchait, alors je me suis dit que tu étais peut-être venu ici, puisque presque plus personne ne se rend à la fontaine. » C'était donc pour cette raison qu'il l'avait trouvée au bon moment. Son intuition ne l'avait pas trompé, et Élias le croyait sur ce point. Il ne l'avait pas suivi ce soir-là. Il était justement arrivé au bon moment. Élias embrassa doucement Van au coin de la lèvre inférieure d'une gauche façon. Puis elle prit la main de son sauveur et se laissa conduire jusqu'au village. Ce n'était pas par admiration pour sa bravoure qu'elle l'avait embrassé, mais bien pour l'infini souci dont il avait fait preuve à son égard, alors que tous la voyaient comme un astre inaccessible. Ce soir signa le début d'un rapprochement entre deux jeunes gens qui, quelques heures auparavant, étaient des inconnus l'un pour l'autre. Van n'avait de son côté pas encore vaincu cette timidité et ce manque de confiance en lui. Ce fut là la cause du déroulement du fil de son destin.
Dans le ciel, les nuages, qui avaient dévoré les lumières brillantes, se retirèrent tandis qu'un incendie de flammes bleues irradiait une étoile proche de l'astre violacé, prêt à la consumer. Quand il eut fini de se préparer, Van partit sans grands adieux, sans un mot. C'était un au revoir. Au contraire, Elias avait eu un cortège à sa suite. C'était, semblait-il, la fille du village entier qui les abandonnait. Elle représenterait le bourg à la capitale. Chacun et chacune des villageois y allait de son petit mot d'encouragement, de son émoi, de son cri, de sa joie. Certaines anciennes avaient fabriqué vêtements et denrées du pays, châles tissés, gants, gelées de fruits, biscuits secs et sablés. La pompe avait accompagné la jeune fille jusqu'au carrosse qu'on avait fait venir pour la mener à bon port. Elle serait escortée par une dizaine de gardes et une dame à la mine sévère l'accueillit avec un grand sourire chaleureux. « Bonjour Elias, je suis enchantée de vous rencontrer. Je suis une des gouvernantes de Sa Majesté la princesse Laureline. Je vous apprendrai tout ce que vous devez connaître sur les us et coutumes de la cour afin de vous y conformer. J'ai peut-être l'air un peu stricte, mais je me souviens parfaitement de mes premières années en tant que suivante de feu madame l'épouse de Julius. Ce n'est pas facile, mais vous avez tout pour devenir une grande dame, faites-moi confiance. » Elles ouvrirent les rideaux du carrosse et lançaient des signes de main aux villageois. Une fois enfoncées dans la forêt, elles refermèrent les draperies de la portière qui donnait sur les étendues de chêne. Sur le bord de la route, Van vit passer le cortège des suivantes de la princesse. Son regard fixa ce point qui déjà disparut au loin, et il comprit qu'Elias guiderait ses heures et ses malheurs. Quand il atteignit la capitale, Van résolut de se rendre à l'entrée du château pour y apprendre comment intégrer la garde royale. Sur le seuil, un soldat hirsute avec une grosse moustache reçut le jeune homme. « T'es qui, toi ? Tu viens pourquoi ? » « Je m'appelle Van Vanus Fatus et je suis ici afin de m'engager dans l'armée du roi. » L'autre le dévisagea et s'exclama avec un ton de raillerie. « Tu seras peut-être à ma place, qui sait ?» Curieux, Van demanda. « Pourquoi dites-vous cela ? Vous êtes garde, n'est-ce pas ?» Dans un gros éclat de rire, l'homme corrigea sa déclaration. « Bien sûr que tu es au poste de recrutement, petit. Je dis juste que je ne vais pas rester encore longtemps ici. J'ai été affecté à Vendorage et ça ne me plaît pas, si tu veux mon avis. On raconte que le général Aelius est sévère et que le climat est terrible. Les populations de l'Ouest sont sauvages et il faut beaucoup de rigueur pour faire régner l'ordre. J'ai même entendu que les loups étaient revenus dans cette partie de nos terres. » On disait que Vendorage était l'avant-poste le plus reculé du royaume de Nafule et c'étaient les Lupiriens qui en avaient la charge. L'avant-garde de Vendorage surveille depuis toujours les mers froides qui mènent à Ungalam et vers la mer au-delà. Sur le plan géographique, le point le plus éloigné du continent était Fort-Dernier, dans le sud et administré par la démocratie de Vange. « Je ne t'empêcherai pas de travailler ici, mon garçon, mais je ne le conseille pas, c'est pourri. » Il avait dit cette dernière phrase en retroussant les lèvres de devant et en postillonnant sur la table devant lui. « J'insiste malgré tout. » Ah, jeunesse ! Il farfouilla dans les affaires de son bureau et tendit à Van une feuille imprimée. « T'as juste à signer et c'est bon, on est assez moderne. » Van apposa sa marque avec une plume et un seau de cire et devint sur-le-champ soldat de la famille royale d'Ada. Il lui fallait encore faire ses preuves et espérer être le garde attitré de Sa Majesté Julius ou de ses enfants, Lecron et Laureline. « Te barre pas maintenant, le bleu, je vais te confier tes affaires, c'est offert par la maison. » Dans un paquet enveloppé par une toile se trouvait tout le parfait attirail de la jeune recrue. Une légère cotte de maille, un veston de cuir pour amortir les coups, un casque un peu trop large, un pantalon, deux chausses, une épée rouillée et une bourse avec son premier jour de paix. C'est pas beaucoup, je sais, mais les conditions s'amélioreront si tu es un bon soldat. Allez, file voir Rod, c'est le capitaine de la garde royale et de celle du palais d'hiver de Calistia. Sur ces mots, il laissa le garçon, sortit une bouteille de vin de dessous le bureau et s'en versa un verre plein. Chapitre 6. La naissance du loup de Vendorage.
Les terres sauvages s'étendaient à perte de vue entre le château d'Ada et l'extrémité des frontières connues à l'ouest, là où se trouvaient les forts, dernier refuge du monde civilisé. Dans la mousse et les bruyères courait un jeune homme apeuré, avec sur son dos un sac de denrées, il pressait le pas. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.